Alors bonjour à tous, bienvenue dans la dernière section du cours numéro 3. On va regarder ensemble les requêtes médias. Les requêtes médias, c'est ce qui va nous permettre en CSS d'écrire des règles de style qui sont conditionnelles à un certain type de média. Donc, en termes plus simples, c'est l'outil qui va nous permettre de rendre notre design adaptatif. Ce que j'ai fait ici, on va commencer avec le code. J'ai déjà ouvert le fichier description.txt de la section 2.5. J'ai copié-collé le code de début dans un dossier que j'ai appelé solution, mais le code est encore intact. Donc, je vais ouvrir index, je vais ouvrir style.css. Je vais peut-être agrandir un peu ici pour que les gens sur des écrans avec une plus petite résolution voient mieux. Ici, on a un aperçu de l'objectif final, mais ce n'est pas un aperçu qui est dynamique, c'est juste une capture d'écran. Mais ce qu'on va vouloir faire pour démontrer le rôle des requêtes médias, c'est créer un système à 3 colonnes. En ce moment, si on regarde dans le navigateur, on a une seule colonne. Donc, on a les 3 divisions, une en dessous de l'autre. On va vouloir créer un système à 3 colonnes qui peut être redimensionné à 2 colonnes, puis ensuite à une colonne au fur et à mesure qu'on met notre écran plus petit. Donc, en créant ce système-là, on va démontrer le rôle des requêtes médias qui nous permettent d'écrire des règles de style différentes en fonction du type d'écran. Ce qui est important de comprendre pour le cadre du cours, là c'est purement d'un point de vue logistique, c'est que vous n'aurez jamais à écrire les requêtes médias vous-même. Je vais toujours vous donner une requête média, soit en l'écrivant directement dans un fichier style.css. Là, je vais vous donner le fichier style.css et ça sera à vous d'écrire les règles CSS au bon endroit, ou soit en vous donnant la requête média dans un fichier description et en vous disant « Utilisez cette requête média-ci pour rendre telle règle de style appliquée à 768 pixels et moins. » Et là, vous avez la requête média qui vous permet d'écrire des règles de style pour des écrans de 768 pixels et moins. Mais c'est un petit peu flou, là, j'imagine. On va écrire des requêtes à l'instant, et là, ça va être plus clair une fois qu'on aura écrit ça. Donc, étant donné que vous n'avez pas à écrire les requêtes médias vous-même, simplement à les comprendre et à les utiliser, il n'y aura pas d'exercice pour la section 2.5. C'est juste une démo, je vous montre comment moi je pourrais l'écrire et comment vous pourriez les utiliser. Allons-y, on a la description, on a le fichier index.html, on a le style.css. Dans style.css, il y a déjà une règle. Donc, on sélectionne tous les éléments de classe colonne. Je vais le dire avec un accent français, français francophone, là, mais colonne, ici, si on vient division classe colonne, colonne, colonne. Donc, on voit nos 3 divisions cette classe-ci. Mais on a préféré utiliser une classe que le sélecteur division lui-même pour une raison qu'on a déjà expliquée, qui est qu'on veut rendre la sélection la plus restrictive possible. Si on prend la division pour ensuite appliquer un style comme celui-ci, ça veut dire que toutes nos divisions par la suite recevront le style. Si on prend la classe colonne, ça sera seulement nos éléments où on décidera d'appliquer la classe colonne qui seront affectés par le changement de style. Ici, la règle, c'est juste une règle CSS qui permet de calculer la largeur d'un élément d'une certaine façon. On a parlé du modèle de la boîte. Et puis, on a dit qu'il y a une propriété qui s'appelle width. Je peux donner à ma boîte, peu importe cette boîte-là, que ce soit un paragraphe, une division ou un autre élément. On a dit que c'est un modèle de la boîte qui s'applique à tous nos éléments. Je peux donner une largeur, par exemple, de 100 pixels. Mais là, dans le calcul du 100 pixels, est-ce que je veux que ma bordure soit calculée ou non? Est-ce que je veux, exemple, si j'ai 2 pixels et 2 pixels pour ma bordure, donc 2 pixels d'épais, est-ce que je veux soustraire le 2 pixels de chaque côté et avoir un contenu interne de 96 pixels, ou est-ce que plutôt je veux exclure la bordure dans mon calcul pour ensuite avoir 100 pixels de largeur de contenu et ajouter les 2 pixels de chaque côté de la bordure. Donc ici, en disant box sizing border box, ce que je veux dire, c'est que dans le calcul de la largeur d'un élément, la bordure sera incluse. Donc même si je mets une bordure de 50 pixels d'épais, je sais que la largeur en incluant ma bordure sera de la valeur que je vais donner. Ça, c'est important parce que quand on va ici définir la largeur des colonnes, et tantôt on verra qu'on donne une largeur de 1 tiers, donc 33%,
On ne veut pas laisser la place à une erreur potentielle qui serait « Ok, j'ai bien défini la largeur, mais là, je mets une bordure et ça fait en sorte que ma troisième colonne n'a plus assez de place parce que la bordure vient prendre la place et vient se décaler en dessous. » Et là, je vous explique tout ça pour votre connaissance personnelle. Il n'y aurait pas ce type de questions-là à l'examen ou dans une évaluation. Je vais juste expliquer pour ceux qui sont curieux pourquoi j'ai écrit cette règle-ci. Allons-y. Je vais enlever ici. On va écrire directement à l'intérieur de colonne et pour vous montrer que le fichier est déjà bien lié, on peut dire color pink. Donc, je vais faire ça ici comme ça. Je sauvegarde. Ici, je vais dans le navigateur, je rafraîchis. Je vois que mon sélecteur de type colonne, donc point colonne, est bien fonctionnel et que ma règle color pink s'est bien appliquée, ou ma déclaration color pink. Des fois, je dis règle en parlant seulement de la déclaration, mais le terme exact pour ce qui est à l'intérieur, c'est une déclaration CSS. Donc ça, c'est beau, je vais l'enlever, c'était juste un test. Si on veut ici avoir un système à 3 colonnes, comme j'ai dit, on doit spécifier que la largeur de chacune de mes colonnes sera de 33%. 33%, c'est juste une division 1 tiers, 1 divisé par 3, ça donne 33%, arrondi. Je peux écrire ici 33%. Et si je sauvegarde, regardez qu'est-ce qui se passe. On n'a pas terminé le travail. Oui, chacune des colonnes prend 33%, mais ces colonnes-là viennent une à la suite de l'autre dans un flux qui est vertical. Il va falloir que je fasse flotter mes éléments en partant de la gauche vers la droite. Et ça, il y a une propriété CSS dont on a parlé qui s'appelle le float. Et on a dit que cette propriété-là, c'est quelque chose que je ne vais jamais vous demander de deviner par vous-même. Je vais toujours vous dire, mettez un float de left ou mettez un float de right ou autre chose. Ici, ça va nous prendre un float de left pour faire flotter les éléments. Je vais mettre un float, mais juste avant ça, je vais mettre une bordure pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe. Donc, bordure, on l'enlèvera après au besoin. Sauvegarder, je rafraîchis. On voit vraiment les éléments un à la suite de l'autre. Je viens mettre mon float de left. On a aussi fait la métaphore un peu plus tôt dans le cours que le float, c'est vraiment une métaphore. C'est un peu comme dans le document Word, quand on peut sélectionner l'image et dire que le texte va soit arrêter avant l'image et reprendre avant l'image, ça ne serait pas de float, on ne ferait pas flotter l'image, ou on pourrait dire, OK, le texte va venir en haut, on va avoir l'image, et le texte va continuer sur le côté, et ensuite, il ira en dessous. Donc, je vais faire flotter du texte, je vais changer le flux normal des éléments. Et ça, c'est dans Word, mais en CSS et HTML, voyons voir l'effet que ça donne. Je fais flotter mes éléments, donc tant et aussi longtemps qu'il y a de la place dans mon ordre horizontal, tant que je n'ai pas occupé toute la largeur, les éléments flottent. Mais là, bien évidemment, si j'ajoutais une 4e colonne, il n'y aurait plus de place, pardon. Donc, je viens copier, coller. Il n'y aurait plus de place dans l'ordre horizontal, donc la 4e viendrait en dessous. Et c'est pour ça qu'on a dit 33% de largeur. 33%, ici je suis à 66, ici je suis à 99. On ne peut pas vraiment spécifier de décimale, donc 99. Et là, le dernier pourcentage n'est pas occupé. C'est pour ça qu'on voit ici un espacement. Je ne veux pas commencer à parler de padding ou de margin spécifiquement, mais il y a un espacement plus grand à droite qu'à gauche. C'est le petit pourcentage de différence. Et là, on revient ici, 33%. OK. Une petite parenthèse, là, juste pour vous assurer de bien comprendre. Si je mettais 25%, j'aurais ici mes 4 éléments. Et regardez l'espace, donc 25% x 4, 100, serait pareil à droite et à gauche. Si j'enlevais la propriété qui fait en sorte que le calcul de la largeur inclut la largeur de la bordure, ça viendrait causer un problème. OK? Parce que la bordure s'additionnerait en plus du 25%, si bien qu'il n'y aurait plus l'espace suffisant pour mon dernier élément, et il viendrait en dessous. Donc là, vous êtes maintenant des experts de Border Box. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas nécessaire pour le cours, c'est juste une explication. Donc 33%, float left, tout est beau, j'enlève mon 4e élément. Et là, vous allez peut-être vous dire, OK, c'est beau toute cette démonstration-là, mais en quoi ça a rendu le design adaptatif? Et ça serait une excellente question à ce point-ci. Je vais détacher mon onglet, je vais le mettre en plein écran, je vais ouvrir mes outils d'inspection, je vais les mettre en dessous.
Et là, en ayant les outils d'inspection ouverts, ça va me permettre de voir la largeur de mon écran lorsque je vais le rapetisser ou l'agrandir. Donc, je vais le redimensionner et on va voir ici, là, j'aimerais ça vous le pointer à l'écran, mais dès que je lâche la souris, ça le fait disparaître. Mais vous le voyez en haut à droite ici. Okay? Ça, c'est la largeur. Et pour que cette largeur-là soit, comment dire, la bonne, pour que ça soit vraiment un reflet des points de rupture qu'on va définir, je dois absolument mettre mon zoom à 100%. Et souvent, je travaille avec un zoom plus grand pour que vous voyez bien. Mais là, je vais le mettre à 100%. J'ai fait commande 0. Et je sais que c'est petit, je le comprends, mais de toute façon, le contenu n'est pas important. Mais je dois absolument le mettre à 100% pour avoir un reflet des bons points de rupture. Donc ici, bon, je suis à 1369, 1300 pixels, etc. Mais je ne tombe pas dans un système à 2 colonnes, puis à 1 colonne comme je le souhaiterais. Et c'est ça l'objectif. Okay? C'est ça qu'on a dit tantôt. On veut avoir 3 colonnes pour un certain type d'écran, avoir une rupture pour un certain autre point, et ensuite une seule colonne. Nos règles CSS sont bien définies pour l'état normal, si je peux dire. Et là, je dois écrire une condition du type si mon média est de type écran et si l'écran est moins large que, exemple, 992 pixels, donne une largeur de 50%. Mais là, ça, bien évidemment, ça ne peut pas être compris par le navigateur. Je ne peux pas écrire ça dans des mots comme ça, je dois utiliser la requête média. J'ai déjà ouvert une fenêtre, okay, qui est une ressource que je partage avec vous pour la démonstration. Et je vais descendre un petit peu. Je vais venir copier-coller, en fait, juste ceci, qui est une requête média. Je reviens à mon écran ici, je vais venir dans Sublime Text, et je vais coller la requête média et on va l'analyser ensemble. Si vous vous souvenez de ce que j'ai écrit avec des mots en français, j'ai dit si le média est de type écran, donc voici une requête média qui s'applique seulement pour un écran. Et là, la question naturelle, c'est OK, mais c'est quoi les autres types de médias? Et il y en a d'autres, je vais vous en nommer un en particulier, c'est print. Je pourrais dire lorsque je vais imprimer mon document, je veux cacher certains éléments ou je veux rendre certains éléments plus larges. Je veux changer la couleur de la police pour que ça soit noir au lieu de blanc sur noir pour que ça soit plus clair à l'impression. Donc, je pourrais mettre plein de règles CSS qui s'appliquent juste pour l'impression. Mais là, ici, je dis non. C'est une requête pour les écrans et pour une largeur maximale de 992 pixels. Et là, il y a une légère différence avec ce que j'avais écrit tantôt. Moi, j'ai écrit pour les écrans plus petits que 992. Mais là, en fait, ça veut dire pour les écrans plus petits ou égaux à 992 pixels. Et à l'intérieur de ma requête média, donc à l'intérieur des accolades qui suivent l'écriture de la requête, je peux écrire n'importe quelle règle CSS. Et je peux en écrire plusieurs. Et on se rappelle, une règle CSS, c'est une sélection et des déclarations à l'intérieur des accolades qui suivent la sélection. Donc, je peux écrire ce que je veux. Je pourrais dire, je veux que toutes mes colonnes, lorsque l'écran est 992 pixels ou moins, je veux que la couleur de la police soit, je sais pas moi, verte. Donc là, j'ai écrit une règle CSS au complet à l'intérieur. Je n'ai pas juste dit, OK, je veux que la couleur soit verte. J'ai enlevé l'accolade. Je dois écrire encore toute ma règle. Sélection, déclaration à l'intérieur, et ça va s'appliquer seulement pour la condition que j'ai écrite ici, qui est une requête média. Je sauvegarde, je rafraîchis. OK, là, je suis dans un écran plus grand que 992, donc ça ne s'applique pas. Je vais diminuer la taille, 1400, 1100. Oh, j'arrive proche. OK, je suis à 998. Oh, 992, vous voyez, je suis tombé en vert. Si j'agrandis un petit peu, 993, je suis en noir. 992 en vert. Et là, bien évidemment, je reste en vert, sous 992. Mais là, ici, on ne veut pas juste changer la couleur de la police. On veut changer la largeur de chacune des colonnes pour avoir 2 colonnes au lieu de 3. Donc, pour en avoir 3, on a dit que leur largeur est de 33 pixels. Mais pour en avoir 2, ça prend une largeur de 50%. Et là, pensez de manière inversée. Plus je vais vouloir un grand nombre de colonnes,
plus leur largeur doit être petite. Et ça va être la même logique en Bootstrap avec les idées d'unité à l'intérieur de la grille Bootstrap. Mais ça sera le cours 4. J'écris ma règle ici. Avant de rafraîchir, je vais revenir à 900, disons à 1052 pixels. Je rafraîchis ma page, je suis à 3 colonnes. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque je vais tomber sous 992. Hop, je suis tombé. Ici, je suis à 3 colonnes. Et ici, je tombe à 2 colonnes. Et c'est pour ça que la troisième colonne vient en dessous. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y aurait peut-être une meilleure façon de gérer la troisième colonne pour que, je ne sais pas moi, elle soit centrée ou qu'elle prenne la pleine largeur? Oui, il y aurait façon de faire ça, mais ça sort du cours. Là, je vais juste vous montrer comment on a pu passer de 3 colonnes à 2 colonnes. Okay, donc, ça fait en sorte que les éléments restent lisibles. Okay, si je gardais 3 colonnes pour un écran qui est tout petit, qui est vraiment très étroit, ça ferait en sorte que chacun des éléments serait illisible. Il y aurait un mot sur une colonne très très longue. Donc, voici comment la requête média nous a aidé à rendre notre site adaptatif. Maintenant, on n'a pas fini, c'est pas terminé. Si je réduis encore la taille de l'écran, j'aimerais ça tomber à une seule colonne pour les écrans de 768 pixels et moins. Et là, ce n'est pas un choix arbitraire. Vous allez voir pourquoi la semaine prochaine avec Bootstrap. Ça correspond à des points de rupture que Bootstrap a popularisé. Mais si je vais écrire une requête, je copie-colle pour les écrans de 768 pixels et moins. Ce que je vais dire, colonne, je veux une largeur de 100%. Donc, une seule colonne. Elle va prendre toute la largeur. Je sauvegarde. Je vais revenir ici juste en haut de 992 encore avant de rafraîchir ma page. Okay, je suis à 1015 pixels. Je rafraîchis ma page. 3 colonnes. 2 colonnes. Et là, ici, on va tomber sous 768 dans un instant. On y arrive. Et hop, une seule colonne. Donc, chacun des éléments avec une classe de points colonne occupe maintenant 100% de la largeur disponible. Ce qui fait en sorte que c'est encore lisible. Et là, je ne suis pas un designer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est peut-être trop large, on aurait dû réduire à une colonne pour un écran plus petit. » OK, pas de problème. Moi, ce que je vous montre ici, c'est la mécanique de la requête média. Après ça, c'est à vous de choisir là, en tant que designer ou peut-être gestionnaire de projet ou peu importe, de choisir la bonne largeur. Moi, je vous montre comment l'écrire. Donc, je sauvegarde. Voici le résultat final. OK, je reviens sur un premier élément. Après ça, je vous parlerai de l'ordre des requêtes médias. Mais le premier élément, j'espère que vous voyez maintenant qu'est-ce que je peux vous demander à l'examen. Donc, je pourrais vous dire, voici un fichier CSS, j'enlève les règles à l'intérieur. Et dans la description, donc dans ce fichier-ci, vous dire, donnez le style suivant aux divisions avec classe de colonne pour les écrans de 992 pixels de largeur maximale. Là, le style, ça serait une largeur de 50%. Et vous devriez venir dans le fichier style.css et dire « Ok, ça c'est la requête média qui me permet d'écrire des règles de style pour les écrans, donc Media Screen, de largeur maximale de 992 pixels, et on voulait une largeur de 50%. Ok, c'est tout écrit ici. Je voulais une largeur de 50% pour les divisions avec classe de colonne. Donc, parfait. Je vais l'écrire ici. Et là, je vais faire commande Z pour revenir en arrière. Vous auriez eu à écrire la règle. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on va travailler avec les requêtes médias lorsque je vais vous poser des questions. Ça, c'est dit. Maintenant, l'ordre des requêtes médias est important. Si je prends ma largeur, et là, je vais mettre même une couleur pour qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Color red. Et ici, je vais dire color green. Si je rapetisse, si j'agrandis, je rafraîchis ma page, je tombe sous 992, hop, je suis en vert, et là, sous 768, je suis en rouge. OK, ça s'applique bien. Regardez qu'est-ce qui se passe si je prends ma requête média et je viens la mettre avant. Donc là, ce que je dis, c'est que pour les écrans de 768 pixels et moins, j'ai une certaine règle. Et pour mes écrans de 992 pixels et moins, j'ai une autre règle. Je vais sauvegarder ici, je vais venir ici, je vais rafraîchir.
OK? Ça fonctionne encore bien pour 992 pixels et moins, mais lorsque je tombe sous 768, malheureusement, ma deuxième requête média, je veux dire, n'embarque pas, OK? N'est pas appliquée. Si on lit le code, c'est logique. J'ai défini une première requête média, mais si la deuxième requête média vient dire si l'écran est de 992 pixels ou moins, voici la règle. Mais pensez-y, un écran plus petit que 768 est également plus petit ou moins large que 992. Je prends un exemple concret, là. 600 pixels. Ici, est-ce que 600 pixels, c'est plus petit que 768? Oui. Mais est-ce que c'est aussi moins large? Je dis plus petit, mais est-ce que c'est aussi moins large que 992 ou égal à 992? Oui. Alors, je redéfinis une nouvelle règle CSS qui vient écraser ce qui a été déjà défini. Vous devez donc être prudent avec les règles, avec les requêtes médias et vous assurer de les définir dans le bon ordre. Et là, le bon ordre ici, okay, c'est de premièrement définir pour les écrans de 992. Et là, pour les écrans de 992, ça inclurait, exemple, un écran de 600 pixels. Et ensuite, d'écrire une requête média qui va écraser ce que vous souhaitez pour les écrans de 768 pixels et moins. Donc, l'ordre est important. Et là encore, okay, si je vous donne un fichier style.css avec des requêtes médias, je vais les mettre dans le bon ordre. Je ne vais pas m'amuser à vous dire « Voici des requêtes et de trouver le bon ordre ». Ce n'est pas ça le but, mais pour votre connaissance, je tenais à vous expliquer que l'ordre des requêtes médias est important. Okay. Donc, si je sauvegarde, je reviens. Là, ici, ça devrait être en rouge à nouveau. Une colonne. Ça, c'est beau. Je tombe ici à 2 colonnes en vert et 3 colonnes en noir. J'enlève les couleurs. Hop. Ici, le rouge. Sauvegarde. Et voilà. Donc, c'est ce qui complète la section sur les requêtes médias. On verra la semaine prochaine avec Bootstrap que la grille va vous aider énormément à concevoir et surtout à programmer un site adaptatif. Vous n'aurez pas à écrire les requêtes vous-même avec Bootstrap. Il y aura, j'appelle ça de la magie, okay, mais il y aura des classes qui vont vous aider à prototyper, à aller rapidement et à mettre en place un design qui est adaptatif. Voilà, c'était la démo pour les requêtes médias. Venons dans les diapos. Je vais agrandir un petit peu. OK, ça, je le répète une dernière fois, mais vous n'aurez pas à en écrire, donc pas d'exercice pour vous pratiquer. En ouverture, on va conclure le cours en même temps qu'on fait la capsule 2.5. Vous devez mémoriser les propriétés, les dérivés, le format valeur. On en a déjà parlé à la section 2.3 où j'ai introduit le modèle de la boîte. Donc, si je diminue un petit peu ici. 2.3, on a fait le modèle de la boîte. On a regardé aussi les couleurs et les dimensions, donc les différentes unités qui sont possibles. Vous devez mémoriser ces 9 propriétés-là dont on a parlé et aussi leurs dérivés. Donc, pas juste border, mais border top. OK, qu'est-ce que ça fait border color ou ci ou ça? Donc, toutes les variantes. Vous devez aussi apprendre les formes simplifiées ou abrégées et les formes longues. Je vous donne un exemple. Pour le padding, si je définis une seule valeur de 12 pixels, c'est une valeur qui va s'appliquer aux 4 côtés. Donc, top, right, bottom, left. Si maintenant, je veux donner une valeur qui est identique pour top et bottom, donc pour les dimensions ou la dimension verticale, et une autre valeur différente pour la dimension horizontale, donc right et left, je peux utiliser deux valeurs. Je pourrais dire padding, 12 pixels, 18 pixels. Le 12 serait pour top et bottom. Le 18 serait pour right et left. Et là, si je veux 4 valeurs différentes, je peux spécifier 4 valeurs, 12 pixels, 14 pixels, 16 pixels, 18 pixels, et ça serait top, right, bottom, left. J'ai dit ça vite. Le but, ce n'est pas de vous dire comment le faire. Le but, c'est de vous dire que vous devez savoir ces formes abrégées et longues-là et quand les utiliser de manière à ne pas répéter de l'information. Tout ça, c'est sous zone cours. On a dit qu'il y a des diapos aussi qui sont disponibles comme aide-mémoire, mais c'est juste un aide-mémoire. Donc, ça fait aussi le point 2. Point 3, Bootstrap au cours 4. Selon moi, le cours 4, c'est un des cours vraiment intéressants. C'est un des cours où on voit comment ce qu'on a construit dans les premières séances, donc 1, 2 et 3, peut être, je ne vais pas optimiser, mais
peut être assemblé ensemble pour rendre la matière encore plus intéressante. On a parlé au cours 1 des éléments HTML, un langage balisé. On a introduit l'idée d'attributs à haut niveau avec le href. Cours 2, on a parlé plus en détail des balises HTML, des formulaires, les tables, les images, les listes. On a aussi regardé les classes et les ID. Et là, la classe sera très, très importante pour Bootstrap. Cours 3, on a parlé du CSS, c'est une introduction. On a parlé des sélecteurs, modèle de la boîte, dimensions, couleurs, les 9 propriétés. Mais je dirais au cours 3, il y a un parallèle très, très fort à faire entre l'attribut classe et le sélecteur classe qui va nous aider pour le cours 4 en Bootstrap. Le cours 4, avec Bootstrap, vous devez bien maîtriser l'écriture d'attributs classe et l'idée de la sélection par classe pour écrire des règles CSS. Et là, il va y avoir un petit peu de magie. Vous allez écrire 1, 2, 3 classes, peu importe, et vos éléments vont être utilisés de manière professionnelle, tout ça grâce à Bootstrap. D'ici la semaine prochaine, si vous le souhaitez, et je vous encourage à le faire, vous avez 2 exercices après séance, 2 autres laboratoires, la carte ainsi que le laboratoire alerte. Donc, vous allez voir pourquoi j'ai choisi ces laboratoires-là. Il y a un lien à faire avec Bootstrap. Je vous encourage à les faire. Les solutions seront disponibles sur GitHub également. Et je pourrais rendre une vidéo Tegrity disponible qui explique comment je suis arrivé aux solutions pour les 2 laboratoires après séance. Donc voilà, ça fait le tour du cours 3. Merci de votre écoute. Merci d'avoir pris le temps de tout digérer le matériel. Des fois, je vais en détail, ça peut être un petit peu long, mais je veux m'assurer que vous comprenez absolument tout. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir. OK, merci encore. Bye bye, bonne journée.